Salut mec. Bougez pas. La tête un peu bas. Qu'est-ce que vous arrive? Vous êtes pas en forme ce matin? Attention, hein, buvez bien de la flotte. Si vous buvez pas assez d'eau, vous allez rester tassés les mecs. Alors, en avant Coralie, parce que la communication Coralie a fait un grand pas en avant. J'aurais fait part de mes impressions de moi, c'est-à-dire que tête de bulle. Moi de mon côté aussi, du coup, j'ai fait ma tête de bulle. Et là, monsieur Engelen, tu vois, allez, allez, boude plus. Et on m'a dit, continue à bouder. Évidemment, j'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. De ce côté-là, grand pas en avant, et ça, c'est super. J'ai reçu l'autre jour aussi les pièces renforcées Coralie, la première fournée qui arrive. On a donc un support avant qui est niveau matériel bien meilleur. On a du plastoc en plus ici et en plus sur le dessous. C'est exactement là qu'on avait la rupture, donc ça c'est bon. Ici évidemment on ne peut pas rajouter grand chose, on n'a pas la place. Limite on peut l'élargir, mais je pense pas qu'il y ait besoin à ce point là. Et le plus vital pour moi, le support arrière, qui lui a reçu donc cette nervure, il l'a déjà, mais on a plus de plastique sur le dessous et sur le dessous, le dessus et le dessous. Surtout ici, là, ce petit remplissage, même s'il paraît pas épais, fait que la pièce devient évidemment super rigide. J'avais peur, j'avais signalé à M. Engelen que ça soit un peu faible ici, au niveau des écrous M4, puisque là ils se sont arrachés du châssis sur certains, et du coup ils ont fait cette grande plaque, avant que je lui signale, c'est juste que sur le plan je n'avais pas vu tout de suite, qui fait qu'on a évidemment plus de matière, de surface de matière, donc moins de risque d'arrachement. J'ai donc bonne confiance que ceci suffise à régler le problème du châssis trop flex qui vient donc faire flexer le cardan arrière qui le fait se tordre. Alors aussi à voir, ça c'est autre chose. Maintenant on a des cardans en acier là-dedans, donc ça quand c'est plié, ça reste plié. C'est pour ça que j'en ai 3. Ils n'ont rien à voir avec le crash, hein. On parle de pur essai à l'extérieur. J'ai l'avant droit, le central et l'arrière droit qui se sont pliés sur des chocs latéraux que beaucoup d'autres machines ont encaissé dans les mêmes conditions sans problème, qui sont restés tordus. Alors maintenant on va voir ce qu'ils font en pièces option après, s'ils font des cardans type ce que fait Serpent ou X-Ray, c'est en acier ressort, c'est-à-dire flexible, c'est-à-dire que le cardan va se déformer sur l'impact avec le triangle et va revenir. Évidemment, il peut arriver, comme ça arrive dans certains nouts sur le Serpent MT, quand le choc est trop violent, le cardan se plie tellement, il passe un petit peu à côté, boing, il fout le camp dehors. C'est pour ça que c'est bien d'avoir du CVD, parce que du coup, même si tu as l'arrière qui sort, tu as l'avant qui reste dedans, ou alors tu mets une couleur dessus, hein. Tu mets un scotch de couleur rouge, machin, même si ça fait un peu flaf-flaf en roulant, comme ça quand tu le vois partir. Oh, le rouge c'était à l'arrière droit, ah, la verte c'était à l'arrière gauche. À voir ce qui vient. On a aussi parlé, enfin j'ai pas encore répondu à l'heure où je fais cette vidéo, au niveau des pare-chocs qui m'ont envoyé un mail, il faudra que je réponde d'ailleurs à ce sujet, puisqu'il y a eu une mal compréhension aussi à ce niveau-là. J'ai jamais dit que la remarque Triton avait un pare-choc avant et arrière, il a été livré qu'un pare-choc avant plus costaud que ce que fait évidemment Coralie, juste avec la petite languette ici. Et c'est déjà mieux, même si c'est pas encore exactement ce qu'on voudrait. Mais c'est pas grave, le constructeur faire sa sauce c'est normal, mais donc s'il m'a posé la question, vu qu'on a déjà reçu ça ici, moi j'ai bon espoir que quelque chose va se passer. Et je le répète, ce que moi j'ai juste communiqué à Coralie ce que nous les utilisateurs de loisirs aimerions. Ça n'a jamais dit que ça doit être et blablabla. Bla bla bla. Donc pas lieu de se prendre la tête, pas lieu de se justifier ni de se sentir agressé. Enfin pas dans la façon dont moi j'ai communiqué. Après je comprends que certains utilisateurs aient peut-être moins de douceur à communiquer, mais de l'autre côté du pro ça se passe pareil après en retour. Donc ça coincouille souvent sur les communications et ça c'est un peu dommage, mais c'est en voie d'amélioration. Donc ce qu'on aimerait, nous les utilisateurs loisirs, pour l'instant il n'en est pas question, je sais, mais c'est un fait, on a les noix de cardan qui s'usent plus vite que sur les autres modèles de la gamme équivalente en prix et en structure. Là, 7 packs sur ce cardan avant,
Évidemment, comme on a du full CVD, tu as toujours plus d'impact à l'arrière. Tu as le dogbone à l'arrière, tu l'as moins puisque tu as réparti la chose sur deux fois. Alors que sur CVD, ici, tu es quand même bloqué, donc la noix ici prend le double dans la tronche. On n'a jamais dit qu'on veut des packs, des noix qui tiennent 100 packs, mais le double de ce que là ça va faire, parce que là dans 20, moi je vois ça mal. Ça vient évidemment des gros pneus à crampons qui ont une grosse motricité. On a un utilisateur qui a signalé que lui était très content de son chrono. Si j'en suis content, c'est pas le seul. Euh, Évidemment, vous aussi signalez-vous. Ça aussi c'est le premier. Les gens qui râlent sont toujours les premiers à signaler. Et les gens qui sont contents sont les derniers à signaler. Mais c'est pour ça que c'est une chaîne de partage. Les mecs balancés dans les coms, ceux qui en ont, quelle que soit la marque de vos véhicules, dites-nous si vous êtes content avec ou pas, ce que vous avez vu. Mais aussi, n'oubliez pas, comme je le dis toujours, de signaler votre utilisation. Ce qu'a fait très bien fait cet utilisateur, il m'a dit voilà, moi j'ai un Chronos. Je le roule en 4S et sur circuit. Donc il a des roues à petit picot type circuit. Donc des roues plus petites, plus légères, qui ont beaucoup moins de grip. Il stresse donc beaucoup moins l'entraînement. Et lui est arrivé à dépasser, il a une soixantaine de packs, il m'a dit actuellement. Et là, il a une usure, il va devoir changer ses noix, mais 50-60 packs, personne ne va râler. Personne va râler. Mais là, dans 20 mois, mes noix seront mortes, ça c'est sûr. Donc avec ces nouveaux renforts, je pense pas que le châssis va flexer. Vous l'avez vu, ce châssis est redressé. Et ça a encaissé. J'ai flexé mon cardan et c'est tordu. Mais je n'ai pas pété le renfort parce que moi j'ai enlevé la barre. Donc ce que je vous invite à faire aussi, ceux qui ont reçu ces pièces, les mecs, beaucoup d'entre vous c'est clair, ou la plupart vont remonter ce renfort. Donc vous, on compte sur vous pour nous dire votre ressenti à l'utilisation avec ce renfort en place. Moi je vais le faire sans, je vais continuer à rouler sans ce renfort entre les trois pour voir ce qui se passe. Et on verra ainsi si on a une différence de comportement entre nos machines ou pas. Je vous invite aussi tous, évidemment, à faire gaffe. Moi, j'ai eu un pignon 17. Et je sais compter. Sur une précommande. C'est un engin, j'ai fait une précommande. Et je suis un des premiers à l'avoir reçu. Et je ne suis pas le seul. On est deux ou trois. On a communiqué ensemble. C'est notamment deux abonnés allemands qui ont eu le souci, qui ont eu un pignon 17. Tous les autres ont eu du 15. Et les modèles plus récents sont tous équipés de 13, mais je ne peux que vous conseiller, honnêtement, de descendre sur du 11. Vous avez vu l'essai, 2050 kV, pignon de 11 en 4S, le machin envoie un bon 70, on est bien, en 6S, on va dépasser les 90, toujours encore. Donc, c'est un bon étagement. Moi, j'aimerais même pouvoir encore descendre, mais je ne peux pas, parce qu'en dessous de 11, tu n'as plus de contact avec la couronne, il n'y a pas la place sur le chariot. Évidemment, mettre une couronne diff plus haute, il faudrait changer les supports de diff pour monter et tout, donc le pignon de 11 reste le meilleur compromis pour un peu tout le monde. Si après, évidemment, en plus tu descends sur des roues un peu plus petites ou typiquement truggy, ça se passera super bien en 6. Ça se passe d'ailleurs super bien en 6, c'est juste qu'il faudra faire gaffe à la chauffe, là tu mettras un petit ventilo, mon avis c'est jouable. Moi, 1500 kV, 11 dents, 6S, la vidéo est normalement sortie, alors je vous parle déjà, là je suis super content et super à l'aise avec. C'est pas pour autant que je vous conseille de changer le moteur, ou je vous dis qu'il faut changer le moteur. Faites vos essais, trouvez vous-même ce qui vous plaît ou pas, mais vous allez voir, sorti du carton, même avec le pignon de 13, 6S, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça c'est clair. Donc les utilisateurs aimeraient aussi, donc en plus d'une amélioration sur les noix, il faudra être patient évidemment, on est tous conscients, les constructeurs croient souvent que les utilisateurs ne sont pas conscients de ce qu'ils demandent, parce qu'ils ne sont pas du côté industriel, mais c'est le cas quand ce sont des adolescents, des jeunes adultes, mais pas quand c'est le cas de gens qui ont 20, 30, 40 ans d'expérience professionnelle dans un domaine de l'industrie, de la mécanique, de l'électronique industrielle et toutes ces choses-là, qui sont dedans. Ils sont bien conscients que l'industrie est une chose lourde à mettre en route et que ça ne va pas aller tout de suite. Je tenais à le préciser. Des plastiques un peu moins flex. Ça, apparemment, c'est en cours. Je dis bien apparemment parce qu'il y a beaucoup, énormément de ondilles. Il y a des trucs... il n'y aura pas de V2, pas tout de suite. Il y en aura peut-être une, mais pas tout de suite, les mecs. Ils peuvent donc pas sortir un véhicule en V1 et 3 mois après une V2, parce que plus personne va prendre la V1. Redémonter et modifier, c'est aussi des coûts énormes, etc. Ça prend du temps. Donc et puis il faut accumuler d'abord de l'expérience avec. Il faut accumuler de l'expérience avec cette machine. Les renforts sont arrivés vite parce que là, ils ont vraiment vu la commande de renfort chez eux. C'est là qu'un constructeur se base. Il y a déjà le retour client. Donc à nous, pilotes de loisirs ou de compétition ou autre, quand on fait des retours clients, d'y aller zen avec toujours. Moi, je fais toujours avec une touche d'humour.
Souvent après, quand de l'autre côté c'est des pros, voilà, le côté pro c'est bien les mecs, mais il ne faut pas oublier que vous êtes quand même des pros dans le domaine du loisir. Hein. C'est pas la Scuderia Ferrari, c'est pas la direction générale Mercedes ou autre, c'est du domaine du loisir. Donc quand les gens vous écrivent avec de l'humour, c'est sympa aussi de faire une preuve de tout petit peu d'humour. Il faut réduire la distance entre les professionnels et les utilisateurs. Pas trop évidemment, parce qu'après il y a des utilisateurs qui vont croire que tu vois, t'es son pote de la maternelle ou n'importe. Ça, je comprends tout à fait que les pros ne veulent pas ça non plus, mais il faut réduire cette distance, il faut communiquer mieux. Donc à nous de mieux communiquer quand on n'est pas content. Moi personnellement, je n'écris pas ouais, je suis déçu, c'est de la merde. J'écris voilà, j'ai constaté ceci, j'ai constaté cela. Force est que j'ai testé des centaines de modèles, j'ai de l'expérience dans ce domaine. Beaucoup de professionnels sont axés sur ce qu'ils font, c'est normal, ils ont le pied dans le guidon. Même moi avec la chaîne, là j'ai 16 000 abos, je réponds à tout le monde. Du coup, à un moment, tu passes 5-6 heures juste dans le monde, dans l'univers de la chaîne, sur les vidéos et sur machin. Pendant ce temps, tu ne vois pas ce qui se passe à côté, tu as des trucs à gérer à côté, encore machin bidule, et on s'y perd facilement. Donc il faut tout prendre en compte, que ce soit côté professionnel ou côté des pilotes. Et en demander trop d'un coup, évidemment, c'est pas possible non plus. Donc il y a éventuellement des triangles en approche. Support d'aileron, j'ai entendu parler d'un support d'aileron, là moi je sais pas, puisque moi je fais j'ai pris un tas de gamelles, j'ai pas la wheelie bar, j'utilise l'aileron comme roulette de wheelie, ça se passe très bien, pas de souci de ce côté-là. La wheelie bar, je peux que vous inviter, Coralie, à laisser tomber les deux plaques alu, remplacées par du plastique, fin de l'histoire. Il faut que ça soit flex, on tombe dessus, et l'alu, ça n'aime pas qu'on tombe dessus, ça c'est certain. C'est fait. Tourelle, vous avez vu, elle est redressée, elle tient le coup. Ceci n'a jamais été mis en doute. Les amortos, si je suis très content avec. On a 2-3 utilisateurs qui ont eu des problèmes de fuite. Et ça aussi, maintenant, ça je vous invite aussi à faire, d'ailleurs, utilisateur loisir. Évidemment, vous avez commandé sur le net parce qu'il n'y a pas de boutique près de chez vous. Vous faites le retour sur le net normal. Ceux qui ont la chance d'avoir une boutique, n'hésitez pas à aller en boutique. Parce que le professionnel est le filtre un peu, enfin la boutique, le point de vente est le filtre entre le fabricant, celui qui met les choses à disposition, et l'acheteur, parce que le fabricant se trouve confronté, c'est vrai, mais moi je suis un gars à GRC, je peux vous en parler, on a de tout et de n'importe quoi en retour. C'est pas pour ça que j'insulte les gens, que je suis arrogant avec eux, et que je leur dis, moi j'ai 30 ans d'expérience, moi j'ai 25 ans d'expérience, moi je sais ce qu'il faut faire. Les utilisateurs loisirs cassent tout. Je vous rassure, c'est pas Coralie qui a sorti ça. C'est quelqu'un d'autre. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais pour le commerce. On va venir dessus après, pourquoi. Hein je m'y perds dans l'histoire. Voilà, donc on a des utilisateurs qui ont eu des problèmes là. On était à la boutique. Donc les boutiques, parce que la boutique filtre déjà la boutique à ta machine devant les yeux. Là, on va prendre la machine de manie, il va dire, bon, le mec il roule à terre à la poussière, ok, il y a quelques impacts sur le châssis, ouais, il a changé les cales avant, ouais, la tourelle avant, elle a des coups de marteau, la plaque avant aussi, hop là, ça c'est un goré. Si je dis pas au vendeur exactement ce qui s'est passé, j'ai dans la boutique, je dis, j'ai fait un crash avant, j'ai réparé, mais j'ai constaté ça et ça et ça en dehors du crash. S'il me connaît, si on se connaît, il sait que je raconte pas des cracks, et il va donc transmettre au fabricant, dans ce cas-là Coralie, que voilà, là on a vu ça et ça et ça, et Coralie est évidemment plus enclin à croire les professionnels qui ont donc déjà filtré les gens qui font le goré. Il y a des gens qui te montrent une machine, c'est un tas de boue. C'est un tas de boue avec une top plate avant en alu renforcé, option, avec des bras de Arma Creighton, et il te dit ouais, c'est une machine super solide. Pourquoi t'as mis des options et tout changé devant alors? Heureusement qu'il y a des gens qui ont signalé que il n'a pas roulé plus longtemps que d'habitude, au bout de 15 minutes il avait cassé. C'est une petite parenthèse, mini Q&A le passage, obligé, ça fait partie du poste. Alors, le plus important, donc cette communication qu'il faut établir différemment. Et là, évidemment, les pilotes de loisirs sur ma chaîne, ils le voient, je le dis sans arrêt, communiquer, faites autrement, faites des retours aux constructeurs, etc.
Alors il y a des fois les mails donc, qui arrivent bien, qui sont répondus bien, il y en a plein. J'ai vu des exemples, les gens m'ont montré des exemples de réponses qu'ils ont reçues qui étaient vraiment, je ne peux pas dire autrement, arrogantes. Arrogantes et impétueuses et trop sûres de soi. Et c'est dommage parce que ça brise la communication. L'utilisateur n'est pas content, il ne répare pas la machine, il n'en rachètera pas d'autres. Même si le constructeur peut faire beaucoup mieux après, ou fait mieux, ou machin, il va être buté, il va être coincé. Comme il a reçu une réponse butée, il va se buter de l'autre sens, donc ça ne sert à rien pour la vente. Je comprends tout à fait que si on reçoit 2000 retours de gens qui disent ouais c'est de la merde, les noix sont déjà flinguées, on peut être un peu, on peut être vexé, on peut être machin parce qu'on pensait avoir bien fait, mais c'est plus simple de voir ça plus large, d'ouvrir l'horizon et de dire voilà, ok, maintenant signalez-moi comment est-ce que vous avez roulé, dans quelle utilisation faites-vous de la machine, et je le répète, c'est sûr que s'ils reçoivent une photo d'une machine qui est déglinguée, boueuse, machin, ça on va revenir après côté professionnel, ils voient ça mal, mais c'est plus simple de dire voilà, on a pris en compte vos doléances, de dire la vérité, vous n'êtes pas le seul, les choses arrivent, laissez-nous le temps, merci de nous faire confiance. Et là, l'utilisateur, tu vois, il attend, il se dit ouais, ok, alors je vais réparer mon Coralie, je vais attendre les pièces, et au fur et à mesure, les pièces vont arriver, parce que c'est ce qui se passe, tu vois, déjà, euh, pour ce genre de choses. Et ça, c'est super. Puisque la machine en elle-même est super à rouler, ça, je vous l'ai dit depuis le début, depuis le premier test jusqu'à maintenant, j'ai toujours été content avec l'utilisation de la machine. On a aussi les boutiques qui se sont mis en route pour me communiquer avec moi. Et ça c'est super aussi, tu vois, parce que c'est ce que je veux atteindre avec cette chaîne, c'est ce que j'ai dit à Coralie. Pareil, hein, quand je parle des marques, je parle des marques, je ne vise personne individuellement au sein d'une marque. Le travail privé de chacune de ces personnes n'est absolument pas mis en cause. Surtout si elle fait des trucs formidables avec les enfants, des machins, des trucs. Il n'y a aucun problème personnel. Si quelqu'un le prend de façon personnelle, c'est sa faute. Puisque là, on parle de Coralie, par exemple, de Hobbytech, donc je vais sur la marque Hobbytech, je vais sur la marque Coralie. Ensuite, libre à eux, comme l'a fait Coralie, tu vois, là, m'a recontacté. Donc libre à eux, d'abord, enfin, moi je trouve ça beaucoup plus intelligent de d'abord aller contacter la personne avec laquelle on pense avoir un problème parce qu'il y a des gens qui ont dit des choses, qu'on n'a pas vérifié le on dit des choses, qu'on n'a pas checké tout l'ensemble pour se faire une meilleure idée du personnage, et qu'ensuite on pète un fusil pour rien. Beaucoup plus simple de faire un mail et de dire voilà écoute moi j'ai ça et ça et ça, comment ça se passe de ton côté, mon côté comme ça comme ça comme ça, ah ok c'est pour ça que ça coince, on n'arrive pas, et là on avance, moi j'aime bien le faire avec de l'humour, donc je pique, je pique, ensuite soit la personne éclate de rire et on arrive à communiquer, soit ben, ça explose, dans 99% après explosion il y a communication quand même, hein. Super preuve avec Monsieur Engelen qui n'a pas lâché l'affaire, je dois le dire. Comme quoi être têtu, c'est pas toujours mauvais. Et là, je suis sûr, quand il va voir cette vidéo, je suis sûr qu'il est en train de rire de l'autre côté là-bas. Enfin, je l'espère. On verra ça quand j'aurai communiqué avec lui. Voilà. Maintenant, on arrive au point de vue professionnel. Donc moi, puisque je suis entre les deux, comme les boutiques sont entre les deux, les boutiques c'est un peu c'est la bête noire, puisque tu as l'utilisateur qui n'est pas content, qui va râler dans sa boutique quand il en a une à disposition, et ensuite lui il répercute ça au fabricant, tu as le fabricant aussi qui est pas content quand les utilisateurs font n'importe quoi, qui retape sur la boutique aussi pour dire ouais mais tes utilisateurs ils font les gorées là. Donc lui il est un peu entre les deux, hein. Après on a des boutiques qui sont plus proches des utilisateurs parce qu'ils voient comment ils fonctionnent, il y a le côté sympathie, la présence qui est là, et il y a des boutiques qui sont axées à fond côté constructeur parce que c'est là-bas qu'ils gagnent de l'argent, c'est grâce à eux, c'est avec eux, donc je peux comprendre tout point de vue, mais faut trouver un milieu. Donc, point de vue professionnel, les mecs, que ce soit les pilotes pro, et quand je dis pilote pro, je vise pas tout le monde. Je vise pas tout le monde. Hein, c'est un cas de figure. On a des professionnels qui sont dans le monde pro, avec des œillères. Il y a le monde de la compétition et rien d'autre. Ils ne connaissent que le circuit. Il faut rouler les RC sur circuit, il faut faire ci, il faut faire ça. On a les pros, donc niveau réparation, qui ne comprennent pas, et ça on va y venir. Je vais vous donner un très bon exemple qui va permettre à tout le monde de comprendre, que ce soit l'utilisateur loisir ou le professionnel, la différence des deux mondes. Et surtout, j'invite tous les pros à ne pas oublier une chose essentielle. 90% des véhicules ne roulent pas sur circuit pour une raison très simple. Grand 1, et c'est la plus grande, le plus grand point,
c'est qu'il n'y a pas partout des circuits RC accessibles aux gens. Donc, d'après certains pros, il ne faudrait pas rouler en RC, donc la moitié de ces gens-là déjà ne rouleraient plus en RC ou plus. Stupide. Grand 2. Il y a des véhicules, même quand on a des circuits. Alors déjà, oui, il y a un circuit. Admettons que tu as un circuit. Tu n'as peut-être pas un circuit. Tu as un circuit qui fait du 1.10 piste indoor et toi, tu veux faire du 1.8 TT. Tu ne peux pas y aller. Du 8 TT. Tu ne peux pas y aller, ou inversement, tu fais du 1.10 piste, et les mecs ils ont un circuit 1.8 tout terrain, t'as pas le budget pour un 8 tout terrain, tu veux pas faire de tout terrain, t'aimes pas ça, t'y vas pas. Tu as un circuit à disposition, tu n'as peut-être pas le moyen d'y aller dans les heures d'ouverture. Tu as un circuit à disposition qui fait toujours la même chose, dans le même sens, le même tour, avec les mêmes gens, t'as pas forcément envie. Il y a des gens qui aiment bien rouler tout seul, il y a des gens qui n'aiment pas rouler circuit. Tu vois, il y a des circuits, ça se passe bien. Comme sont les gens, c'est comme justement le problème de communication qu'on a actuellement entre les pros et les pilotes de loisirs, les bâcheurs, qui sont la bête noire de certains pros en ce moment, alors que ce sont leurs plus grands alliés. Vous allez voir après pourquoi. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un minimum de gens qui a accès au club, qui a envie d'y aller ou qui peut y aller, ou qui va obtenir ce qu'il veut sur ce club. On ne peut pas en vouloir au club. Un club, c'est coûteux à faire tourner. Il faut un terrain, il faut de l'entretien. Là aussi, la plupart des clubs se dirigent de plus en plus vers la moquette pour avoir le moins d'entretien. Et il y a plus de gens qui préfèrent vraiment rouler dans la méchante terre que sur la moquette. C'est un fait. Tout le monde n'est pas fan de rouler sur la moquette, mais c'est vrai que c'est un avantage pour l'entretien, pour les clubs, pour la durée du truc, etc. etc. Surtout que beaucoup de gens vont dans des clubs mais ne veulent pas participer à la vie du club. Il est essentiel pour les clubs que tous les membres, si tu as tous les membres d'un club qui viennent une fois la semaine avec une pelle, chacun, tu as 100 membres dans le club, ils se pointent avec une pelle en une journée, et ben ils ont refait le circuit autrement. Rien qu'à coup de pelle, sans bulldozer, sans rien, mais il faut que tout le monde s'y mette et c'est pas le cas, je le sais très bien. Les gens qui ont des impératifs de vie, il y a des gens qui n'ont pas envie, il y a des gens qui s'en fichent, des gens qui viennent juste pour rouler et encore ils voudraient ne pas payer la cotisation pour venir rouler. Donc c'est toi aussi en tant qu'utilisateur de club de décider qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux payer une petite cotisation et tu vas aider, ou tu payes une grosse cotise et tu fais rien. Parce qu'évidemment on peut faire des clubs, nous on s'est penché dessus ici dans le coin, on fait une arène RC, pas un club, pas un circuit, on fait une arène de RC, on y met une mini pelle, parce qu'on est des mécanos, on a des connaissances mécaniques, hydrauliques, on a des chauffeurs, on a tout ce qu'il faut. On se fait ça en club privé, ça sera 2, 3, 400 balles l'année, tu as un accès privé, mais tu fais rien. Tous les mois tu arrives, tu as des autres bosses, des autres trous, c'est refait, compresseur sur place, machin, assistance mécanique disponible sur place, mais ça va te coûter. Ça devient un club de luxe, donc plus accessible aux gosses. Pas cool non plus. Là aussi, on a sur les circuits, les écoles, tu as les gens qui roulent pépère et tu as les gens qui bombent au milieu, qui n'ont pas envie de se retrouver avec les pépères qui les coincent, et tu as les pépères qui n'ont pas envie de se mettre sur le côté quand les autres arrivent. Dans plein de clubs, les gens arrivent à se mettre d'accord, dans plein d'autres clubs, c'est un souci. Donc tu as tout ça, cet univers des clubs qui n'est pas accessible donc à beaucoup de gens. Là, tu arrives avec ça. Monster Truck, un 8e à crampon, dans la plupart des circuits, on va te dire, Raus, on veut pas de ça ici. Tu as quand même envie de rouler ton Monster Truck à un 8e à crampon, donc tu vas aller ailleurs. Ensuite, constructeur. Tu vends des engins de loisirs, pour le plaisir des gens. Tu ne peux pas attendre que les gens roulent à 30 à l'heure, ralentissent, prennent le virage tranquillement, surtout pas se renverser, abîmer la magnifique carreau que tu as conçu pour eux, et dont tu es fier et tu as le droit. Personne ne met ça en doute. Et ensuite, voilà, se promener comme ça, faire des autonomies 30-40 minutes avec son pack, surtout rien user. S'il fait humide, il pleut, on sort pas. S'il y a du pollen, on sort pas. S'il y a un risque de quoi que ce soit dehors, de météo, vaut mieux rester dedans, machin. Ensuite, on rentre, on nettoie, on bichonne, coup de pinceau, on démonte tout. On change d'office parce qu'on a roulé. On a roulé, donc on va changer une pièce parce que oh, j'ai une petite trace sur la noix au bout de 2 packs, je vais changer ma noix. Donc mon huile, donc mon joint, etc., etc., etc. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche absolument pas comme ça. Les gens ont envie de se faire plaisir, ils n'ont pas envie d'être coincés. On ne parle pas ici d'une M5 à 50 000 euros. Parce que là, dans ce domaine-là, du tuning automobile, il y a ces pros-là qui utilisent la voiture uniquement quand il fait beau, quand il n'y a pas de pleine lune, quand le soleil est dans cet angle-là. Pas sortir, il y a du pollen, il y a de la poussière. Ils font la route d'abord avec un autre véhicule pour voir s'il n'y a pas trop de dodane et ni de poule pour passer avec la BM derrière.
Tu vois, ce genre de taré ici, en RC, tu n'en trouves pas beaucoup. Il n'y a pas de pilote à bord, donc on peut l'envoyer valdinguer dans tous les sens, on ne met personne en danger. Et là, j'arrive maintenant au moment des réparations. Je vais te donner un exemple très simple. Je comprends tout à fait le professionnel parce que moi c'est pareil, je suis un garage RC, donc j'en vois toutes les couleurs au point de vue des machines qu'on me rapporte à la réparation. C'est à toi en tant que pro. C'est le truc du pro, de désamorcer la situation entre la personne pas contente, parce qu'elle n'est pas professionnelle dans ce domaine-là. Toi tu es un pro du SAV de la communication, tu dois désamorcer. Ça ne marche pas avec tout le monde. Il y a des gens où c'est impossible de désamorcer la situation. Ils sont fâchés, colère, ça passe pas. Dans 99% des 100, je peux le faire. Et là aussi, je parle d'expérience, puisque je fais du SAV à l'échelle 1. J'ai 43 ans, j'ai commencé à 15 ans, j'ai fait les mêmes erreurs que beaucoup. Et parce que j'ai côtoyé des professionnels, j'avais la chance qui avaient de l'expérience dans ce domaine. J'ai des professionnels de la mécanique, des professionnels de l'industrie, des professionnels justement de communication. C'est pour ça que j'arrive à communiquer, même si je ne sais pas lire, pas écrire, ce que je sais faire parfaitement. Merci Mumuse m'a grillé direct. J'utilise ceci pour permettre à tous les gens à être accessible à tout le monde. Parce que moi, je suis dans le loisir, au niveau de ça, de la RC, je ne suis pas dans le domaine professionnel. Ça me permet évidemment des libertés de guignolerie et de réponse et de communication qui sont essentielles parce que les gens qui ne sont pas à l'aise à communiquer avec un constructeur ou qui n'ont même pas pensé, qui vont se dire ouais je vais lui faire un mail, je vais faire des fautes, je sais pas, machin, il va pas me prendre au sérieux. Ce qui est vrai, ils ont la preuve dans les forums de ces gens-là quand ils écrivent C, SAIS au lieu de S, C apostrophe EST. On ne répond pas à ces gens-là, on les envoie bouler, on leur dit tu sais pas écrire français, va ailleurs. Mais qu'est-ce que le français a à voir avec la RC? Rien! Absolument rien. Il ne faut pas savoir écrire français pour faire de la RC, ni savoir lire, ni écrire d'ailleurs. Il n'y a pas besoin. Il faut savoir brancher un truc, allumer. Ça va, même sans odorat, sans parole et sans ouïe, tu peux faire de la RC. Alors, les pros ne peuvent pas se lâcher toujours dans ce sens-là parce qu'ils ont le côté pro, mais c'est eux justement de désamorcer la situation, d'essayer du moins, comme dit, c'est pas toujours possible, d'expliquer au client que voilà, la façon dont il est arrivé peut être un peu désagréable, qu'en tant que professionnel on aimerait aussi avoir des retours, on peut écouter ce que les gens ont à dire, mais c'est plus agréable quand c'est amené de façon plus tranquille. Et ensuite, c'est à lui de communiquer donc avec ses utilisateurs, de dénicher le pourquoi du comment c'est arrivé, et même globalement, par exemple, un exemple sur les noix qui sont un problème, j'ai pas que ce problème sur ça, on a un problème du jour des noix, sur Robitech par exemple aussi. Donc eux aussi s'énervent quand tu arrives avec ces problèmes de noix, et ce serait pas plus simple de vous faire un tableau Excel, et quand tu as un mec qui t'appelle, ouais, noix, un trait. Peu importe qu'il ait raison ou qu'il ait tort, peu importe. Tu fais ton petit compte, tu regardes ce que tu vends derrière en pièces de rechange, c'est ce qu'a fait Coralie. Ils ont constaté qu'il y a une grosse demande sur les renforts, et là ils se sont dit, il y a une couille dans le potage, les mecs, il faut réagir. Ils n'ont pas dit que des bêtises, les gros gorés du bâche. Tu vois, ça c'est un pas en avant, ce genre de choses il faut faire. C'est ce que beaucoup d'autres marques ont fait. C'est pour ça que même si Arma est loin d'être parfait, ils ont aussi des trucs qui vont pas, et parfois aussi la communication coince, notamment sur le créneau de vitesse. Ils ont fait de l'avant. Donc les gens ont fait fi de tous ces problèmes parce que ils ont toujours avancé chez Arma. Bien sûr, c'est un piège aussi de toujours faire du V1, V2, V3, V4. C'est de la piège pour le consommateur et pour les boutiques. Les boutiques vont se retrouver, tu as une V2 qui sort, ils ont du V1 en stock, plus personne en voudra, vont la brader, marge zéro. Résultat, pas content avec le vendeur. Donc, tout ça, c'est peut-être ce que le monde du loisir ne voit pas côté professionnel, que ce soit boutique ou constructeur ou autre. Donc pas toujours facile de réagir dans le bon sens, d'avancer, de faire assez vite pour les utilisateurs, surtout dans ce monde actuel où tout va super méga vite. C'est pas toujours facile. Et donc la réparation. Le point essentiel de cette vidéo pour moi, c'est l'exemple de réparation. T'as le gars qui dit ouais, c'est de la merde, mon aileron arrière il est tombé au bout de 5 minutes d'utilisation. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai à peine tapé le mur à 80 km/h. Mais je vois pas pourquoi l'aileron derrière est tombé. Ça n'a rien à voir avec l'avant. C'est un exemple comique. Mais ça traduit très bien la chose.
Donc le pro doit déduire ce qui s'est passé avec ce véhicule, ce qui est arrivé, dans quelles conditions. Donc là, tu as face à lui l'utilisateur pas cool, c'est-à-dire celui qui va te raconter des cracks. Mais t'es arrivé plusieurs fois. Ouais, je comprends pas, je roulais tout droit, je me promenais, couronne pignon explosé. Comme ça, boum. Tu te dis, mince, c'est quoi cette histoire? Pas possible. Et là, au fur et à mesure de la discussion, laissant couler un peu, en attendant, en fait, tu en dirais rien que le mec, il était à 30 à l'heure, effectivement, mais sur 2 roues. Quand tu es à 30 à l'heure sur 2 roues avec une machine qui peut 90, je prends exprès des exemples simples, c'est un type. Écoute bien ce qui va suivre. Il faut suivre toutes les vidéos. Hein. Si tu n'écoutes pas toutes les vidéos, pose pas. Tu vois, le plus simple, c'est de regarder la vidéo en entier, de poser les questions à la fin, de te faire une petite synthèse, et aussi de regarder les autres vidéos de la même série pour tout comprendre avant de tirer à vue, en fait. Hein. Même si ça m'amuse aussi, les gens qui tirent à vue. Alors, ouais, moi je suis spécial. Je m'amuse, tout m'amuse. Je suis un joyeux. C'est comme ça. Alors, c'est l'avantage quand on est simplet. Alors, le gars, il est à 30 à l'heure, comme ça. Quand tu as 3 diffs sur une machine qui peut aller à 90 à l'heure, sur le plat, les 4 opposés, quand tu es à 30 à l'heure, comme ça, tes roues de l'effet du diff, si tu es à fond, hein, je parle d'une gâchette enfoncée à fond. Si tu es à fond sur ta gâchette à 30 à l'heure, les 60 km/h qui manquent à l'arrière, eh ben, sont en théorie sur le papier du fait du différentiel central projeté sur l'avant. Donc tu ne te retrouves pas avec un train arrière à 30 et un train arrière à 60 qui te font les 90 total. C'est encore pire. Tu es loin de là. C'est théorique, en pratique tu n'es pas à des vitesses ça plus ça plus ça divisé par le cosinus de la tangente du poil dans le vent du sud-ouest avec la Lune, mais à des vitesses folles de rotation du train avant. En thermique, au moment où tu vas lâcher tes gaz pour atterrir ou freiner, ton moteur ne sera pas solidaire de la transmission, lui il est libre. Il continue à tourner à son ralenti, il n'encaisse rien. Ta transmission prend un coup, qu'elle peut relâcher parce que l'engin est encore éventuellement en train d'avancer un peu, sauf si vraiment tu es sur les freins, elle prend un méchant coup. En brochette, c'est encore pire. Déjà, tu as une puissance instantanée et tu as un freinage aussi beaucoup plus brutal. Tu vas bloquer net le moteur, rabattre le véhicule. Tu as un différentiel de vitesse. L'arrière est posé, donc lui, au moment où tu freines, il freine direct. Tout ce qui était en rotation à l'avant continue. Tu as les roues qui sont ballonnées, qui arrivent au sol, et tout ça, les mecs, se rejoint au milieu. Transmission avant, arrière, moteur bloqué, bam, tu sautes, couronne pignon. Exactement là, à ce moment-là, ça t'arrive. Erreur de pilotage et non de matériel, ça c'est certain. Et tu as l'exemple du gars qui veut te dire la vérité, mais qui ne sait pas comment la dire. Il ne sait pas sur quoi se baser, puisqu'il n'est pas pro, il ne sait pas te l'expliquer. Là intervient la grande expérience de quelqu'un qui fait du SAV. Bibi, par exemple, et il y en a plein des comme moi, vous en faites pas, il y en a qui arriveront toujours à te déchirer la vraie cause de ce qui s'est passé, même si tu n'arrives pas à l'expliquer. Donc c'est au pro du SAV de réussir à se comprendre avec le client, puisque chacun en plus s'exprime différemment. Ça va souvent bêtement avec un petit bout de vidéo. Photo, vidéo à l'appui, quand vous communiquez avec la boutique ou le fabricant. Descriptif le plus près possible de la vérité. Évidemment, c'est votre ressenti, c'est ce que vous avez pensé à ce moment-là. Lui, il va voir la chose, il n'était pas là, donc il va le voir avec son expérience à lui. S'il a vu faire plein d'engins de loisirs, de gens qui roulent en loisirs, il va peut-être plus enclin à comprendre le gars de loisirs. S'il est ancré pro, circuit, compétition, il ne comprendra pas ce qui est passé. Donc il y a les gens d'un côté qui ont du mal à communiquer, donc celui qui ne veut pas, celui qui n'arrive pas, et tu as celui qui est clair, qui dit voilà, moi j'ai fait ça, ça et ça et ça, et ensuite j'ai fait sauter ça, qu'est-ce que tu en penses? Tu arrives rapidement aux conclusions. C'est pour ça que c'est important pour moi que tout ceci se passe dans les commentaires de la chaîne. Quand le dépannage peut se passer dans les commentaires de la chaîne, puisque c'est le but de la chaîne, c'est un garage RC. Manise, c'est pour beaucoup. C'est le garage de tout le monde. Donc, même si ça met un tout petit peu plus de temps parfois, si on peut se prendre le temps de le faire dans les commentaires, les mecs, ça permet à tout le monde de voir la chose. Ma façon de poser les questions, la façon de la personne de répondre, le point de vue de chacun, et de se faire une idée globale d'une communication simple. Moi, j'aurais peut-être tort en posant les questions, lui en répondant,
Là, vous pourrez intervenir et dire, attends, mais moi je vois ça comme ça, et moi j'ai compris ci, et moi j'ai compris ça. Résultat, on arrive tous à une logique de fonctionnement globale où tout le monde peut s'y retrouver facilement après. Les autres utilisateurs voient aussi le développement de la panne, comment on est arrivé dessus. Si on a tapé complètement à côté, donc si on a tapé à côté, on peut regarder le truc et dire, mince, voilà, j'ai posé les questions à côté de la plaque. Et celui qui a répondu peut dire, oh, ben, moi aussi j'ai répondu à côté de la plaque. Et tout ça permet que ça se passe dans la bonne humeur et que tout le monde en profite. C'est pour ça que je veux aussi que vous, les constructeurs, les professionnels, penchez-vous sur les chaînes YouTube, utilisez les chaînes YouTube, regardez ce qui s'y passe avant de tirer dessus à vue. Parce que vous n'avez que des morceaux, vous n'utilisez que des images, vous n'utilisez pas l'entier de la chose. Et du même pour les utilisateurs. Hein. Les utilisateurs, c'est pareil, ils font la même erreur. Nous aussi, youtubeurs, on fait ce genre d'erreur. Après, c'est juste à tout le monde de réussir à se remettre en selle, de se remettre en question, de regarder encore une fois la chose, de voir avec les utilisateurs et autres, pour savoir ce qui se passe vraiment. Et là, moi, j'ai mon sigle de carte SD qui clignote. Alors, ça veut dire que j'ai parlé trop longtemps, j'ai fourré la carte SD. Alors, un dernier exemple. Pour que les professionnels se rendent compte de la gravité de la chose, enfin de la différence de monde de fonctionnement entre eux et nous. Le bâcheur plie une tige d'amorto. Le pro plie une tige d'amorto. Le pro va sortir la tige soigneusement, si elle n'est pas trop tordue. Si elle est trop tordue, il ne peut pas la sortir sans... Il sait très bien qu'il va endommager l'amorto. Il va peut-être changer le tube d'amorto, et donc la tige, les joints, les guides, etc. Ou il va, comme le bâcheur, couper la tige, ressortir ça de là, changer sa tige, mais le bâcheur aussi fait d'autres choses. Le bâcheur peut redresser les tiges, même s'il sait qu'il a pris un choc, qu'il a peut-être endommagé les guides, les machins, il va ne pas remplacer cette tige, il va la redresser. En faisant ça, il va faire des empreintes dans la tige, il va la faire coulisser moins bien, il sait que les fourreaux vont en souffrir, les joints vont souffrir. On a de la terre de l'extérieur qui va se retrouver dans l'huile, on a de l'huile qui va sortir, c'est pas important. Il ouvre le capuchon, il remplit, il referme, il roule. Ça peut durer 1 an comme ça jusqu'au moment où il se décide de soit refaire le véhicule, soit passer sur un autre. Tu vois? Et le fin du fin, quand je dis que le bâcheur est utile aux professionnels, c'est que la plupart des bâcheurs sont conscients qu'ils bâchent et qu'ils font des sauvages avec les voitures et qu'ils ne font qu'acheter de la pièce à gogo sans communiquer, sans se plaindre. Voilà, ils cassent, ils changent, ils se cassent, ils changent. Il y a ceux qui se plaignent, mais ils changent quand même. Il y a ceux qui laissent tomber. Mais tout ça, ça fait du chiffre d'affaires. Ça fait du chiffre d'affaires. C'est pour ça que Arma ne fait que du loisir et ça fonctionne et qu'en 10 ans, ils ont réussi à se propulser en haut. C'est pour ça que Traxxas, qui faisait le Herero, était une catastrophe. On est d'accord, point de vue solidité, en 6S, une catastrophe. Le Emax, le pire de tous. Pourtant, ils ont réussi à se hisser et à continuer. Voilà. On y arrive. Tout ça par la communication. Donc, professionnels de la RC, servez-vous des chaînes, regardez ce qui s'y passe, lisez les commentaires. Je sais que le temps est dur à trouver. Moi, j'ai le problème avec 16 000 abos. Comme dit, j'ai du mal à voir tout ce qui se passe autour et à suivre. Donc, c'est pas facile. Tout le monde peut le concevoir. Mais ça ferait avancer les choses pour tout le monde en fait. Et ensuite, il ne faut jamais me dire aussi que les professionnels sur circuit savent rouler, qu'ils font mieux attention au matériel. Le matériel en compétition, coûte que coûte, quand c'est pour un championnat du monde, il faut y aller, il faut que ça passe. Donc il y a du matos qui est détruit. Ça casse du pignon, des couronnes, des noix, des triangles. C'est pour ça que les machines sur les triangles, les triangles sur les machines de compète sont extrêmement solides parce qu'il faut absolument finir la course, quoi qu'il arrive, même s'il y a des crashs. Parce que l'autre concurrent t'a poussé, t'as loupé ton saut, t'as atterri à côté de la tribune. Et une fois que tu es derrière pour rattraper tout le monde, de toute façon là c'est fini pour la machine. Elle va voir de toutes les couleurs jusqu'à ce que tu sois nouveau devant. Et donc je sais très bien que le monde de la compétition est dur pour le matériel, même si eux, entre les courses, entre les manches, ils changent des choses, ils réparent. Les pilotes pro ont la chance peut-être d'avoir 4-5 châssis à disposition pour finir leur saison, alors que le pilote de loisir va remonter, rafistoler. Tu auras toujours évidemment un pilote de loisir qui casse tout et qui n'a pas le budget, qui va trop fort et qui ne comprend pas et qui en a marre parce que voilà, c'est foutu. Et tu as comme la plupart des bâcheurs qui vont faire du freestyle, qui sont conscients que d'essayer de faire un double, triple flip whoopé, redressé sur l'arrière, quand ça merde, tu te retrouves avec 2 bouts de châssis. Si les bâcheurs débutants, freestyler débutant, il n'aura pas le matos, il va commander. S'il est expérimenté, il a le matos en stock où il a une grosse masse et une grosse pince, comme le mani. Et il va faire son provisoire et il va aller continuer à s'éclater.
Donc ce sont des angles de vue que tout le monde doit pouvoir prendre en considération. J'espère avoir réussi à communiquer tout ça à tout le monde, que ce soit donc toi utilisateur de loisirs, cool, toi utilisateur de loisirs féroce, toi débutant, toi bâcheur, toi arraché de la gâchette, toi professionnel de la vente, toi professionnel de la fabrication. Tout le monde va bénéficier d'une communication plus simple. Donc, je comprends que les pros soient vexés quand on bousille leur matos, que c'est pas ce qu'ils ont envie, c'est pas ce qu'ils avaient prévu de leur matériel, et ça va couper, salut les mecs. J'arrive à 0 minutes. Mais ouais, derrière ça vend. Derrière ça vend quand ça communique bien, donc communiquez mieux, tous ensemble. Là je vous laisse, je vais pas pouvoir éteindre par là parce que là ça clignote. Ça veut dire...